Je donne maintenant la parole à Monsieur Leonardo Santos Simão. Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, j'ai l'honneur de présenter le rapport du Secrétaire général couvrant sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et Sahel. Je félicite le Panama pour sa présidence du Conseil et lui souhaite une présidence fructueuse. Je voudrais également saluer la présence de Mme Sima Sami Baou, la directrice exécutive de l'ONU Femmes, et rendre hommage au travail considérable accompli pour l'ONU Femmes dans la sous-région. Je salue également la présence de Mme Lavinia Ada Mensah, la directrice exécutive de ONEP. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la situation sécuritaire dans la région continue de nous inquiéter au plus haut point. Le 1er juillet, des groupes terroristes ont attaqué 7 localités dans tout l'ouest et le centre du Mali. Cela représente une escalade de taille dans les activités djihadistes dans l'ouest du Mali. Les forces de sécurité maliennes ont certes pu repousser les assaillants, mais ces attaques ont semé la peur parmi les populations locales, les camionneurs et les commerçants, et ont fait planer l'incertitude quant aux activités économiques habituelles et aux moyens de subsistance des populations. Le phénomène commence maintenant à toucher les États côtiers et les préoccupations vont croissant. Dans le nord du Bénin, au mois d'avril, 2 attentats terroristes auraient tué des dizaines de soldats. Au Togo, le 9 avril, des miliciens djihadistes armés ont orchestré une attaque de drone contre un poste avancé des forces armées togolaises dans le nord du pays. Plusieurs soldats auraient été blessés. Au Nigeria, Boko Haram intensifie de nouveau ses activités, alors que d'autres groupes comme l'Akurawa intensifient leurs opérations dans le nord-ouest. Dans l'état de Borno, au mois de mai, la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique a pris pour cible un bataillon de l'armée nigériane. Dans un incident distinct, des acteurs armés auraient tué 57 civils appartenant à 2 communautés. Dans certains États du centre du pays, l'insécurité reste une source de vive préoccupation. Dans l'État de Benue, les affrontements intercommunautaires, y compris entre agriculteurs et éleveurs, auraient fait 250 victimes civiles entre avril et juin. Et c'est un exemple seulement des difficultés dont souffre la région en matière de sécurité. Les activités terroristes ont repris à grande échelle, gagnant en complexité et en sophistication, y compris à travers l'usage de drones, des communications Internet alternatives et une collusion croissante avec les groupes criminels organisés transnationaux. La sécurité maritime reste une source de préoccupation et nécessite une riposte coordonnée. Les jeunes sont de plus en plus pris pour cible dans des campagnes de recrutement par des terroristes et des extrémistes violents. L'insécurité qui va croissant exacerbe une situation humanitaire déjà très inquiétante. Selon les collègues de l'OCHA, 12,8 millions de personnes devraient souffrir d'une insécurité alimentaire aiguë au cours de la saison de soudure et 2,6 millions d'enfants devraient souffrir de malnutrition sévère aiguë cette année. Seuls 14% des fonds nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires et financer le plan de riposte humanitaire pour la région du Sahel ont été reçus. C'est très grave. La mobilisation des ressources est donc un besoin absolument urgent pour sauver la vie à des millions de personnes. Dans le même esprit, le HCR alerte quant à la possibilité d'une crise de déplacement massive. Des millions de personnes traversent les frontières
mettant à rude épreuve les communautés hautes déjà vulnérables. Par exemple, dans le camp de réfugiés de Mbera en Mauritanie, on trouve maintenant plus de 100 000 réfugiés. En termes de population, c'est comme la 3e ville du pays. Les changements climatiques continuent d'exacerber ces dynamiques. Des inondations récentes ont mis en lumière la vulnérabilité de la région face aux chocs liés au climat, une vulnérabilité de plus en plus grande. Messieurs les membres du Conseil, pour faire face à la menace terroriste, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont mis en place une force de défense conjointe et créé des structures communes dans les 3 domaines suivants: la défense et sécurité, diplomatie et développement. La CEDEAO et l'AES commencent à travailler ensemble pour trouver des solutions pragmatiques afin de relever les défis communs. Le 22 mai, les premières consultations officielles de haut niveau entre la CEDEAO et l'AES ont eu lieu à Bamako. Le 19 juillet, à Accra, l'agence spécialisée de la CEDEAO, le groupe intergouvernemental de lutte contre le blanchiment de l'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, a accepté d'admettre le pays de l'AES en tant que membre non affilié à la CEDEAO. Lors de mes récentes visites dans les États du Sahel central et dans le cadre de mes engagements avec la CEDEAO, la Mauritanie et d'autres partenaires, j'ai souligné l'importance du dialogue, de l'instauration d'un climat de confiance et de la coopération, en proposant systématiquement les bons offices et le rôle de facilitateur de l'ONUA pour combler les divisions et protéger les approches consensuelles. Je me suis récemment rendu à Freetown, à Sierra Leone, où j'ai rencontré le président Julius Maada Bio dans ses nouvelles fonctions de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, et je me réjouis de soutenir ses efforts et ceux de la CEDEAO pour améliorer la collaboration en matière de sécurité dans toute la région. Je me réjouis également que de l'engagement conjoint de la CEDEAO et de l'Union africaine a créé une cellule commune de fusion et d'analyse des menaces dans le cadre de la plateforme de coordination antiterroriste Union africaine CEDEAO. La mise en œuvre de la résolution 2719 du Conseil de sécurité offre à l'ONU un moyen de soutenir les opérations de paix menées par l'Union africaine dans la région et limiter l'impact dévastateur des activités des groupes terroristes et armés. Le plaidoyer continu du Conseil de sécurité sera crucial à cet égard. Mr. President, distinguished members. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, malgré des défis de taille à relever, nous pouvons nous féliciter de certains dividendes démocratiques dans la région. Depuis la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO à Lagos le 22 avril, j'ai vu que l'organisation était déterminée à consolider la gouvernance et l'intégration régionale, en tenant pleinement compte des aspirations des populations, notamment des jeunes. Je me félicite également de la décision prise récemment par la CEDEAO consistant à créer un Conseil économique, social et culturel visant à faire entendre la voix des citoyens de toute la région. Au Sénégal, des consultations nationales inclusives ont permis de parvenir à un consensus en matière de réformes institutionnelles. Au Sierra Leone, les parties prenantes continuent de mettre en œuvre l'accord d'unité nationale. Au Ghana, le travail du Conseil national de paix est un exemple de dialogue national et de prévention des conflits. Au Libéria, l'engagement à normaliser le fonctionnement de la Constitution après une impasse parlementaire est louable. Au cours des prochains mois, des élections sont prévues dans 3 pays. En Guinée, je me félicite
de la détermination des autorités à organiser des élections avant la fin de l'année, après un référendum constitutionnel qui aura lieu en septembre. En amont des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, prévues pour le mois d'octobre, j'entends me rendre dans le pays une fois de plus pour faire fond sur mes contacts précédents avec les principales parties prenantes et pour continuer mon étroite coordination avec la CEDEAO, l'Union africaine et d'autres partenaires clés afin de promouvoir les conditions permettant des élections pacifiques. Je travaille aussi avec la CEDEAO, les dirigeants de la région et les partenaires internationaux concernant les prochaines élections en Guinée-Bissau. Et je suis confiant quant au caractère pacifique des élections. J'encourage les parties prenantes en Mauritanie à utiliser le dialogue national à venir pour consolider la gouvernance et la cohésion nationale. Dans le même esprit, j'appelle les parties prenantes au Togo à nouer un dialogue constructif pour tourner la page sur les différends qui ont entraîné des manifestations ayant fait des victimes que nous déplorons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, l'espace civique et politique semble se rétrécir dans certains pays de la région, ce qui m'inquiète. L'on a aussi signalé des détentions illégales, des actes de torture, des disparitions forcées. Il est essentiel de renforcer les mécanismes nationaux et régionaux visant à combattre l'impunité. J'aimerais saisir cette occasion pour signaler la création par l'Alliance des États du Sahel d'une cour pénale à Bamako visant à se saisir des crimes de guerre, des graves violations des droits humains, des actes de terrorisme et des crimes contre l'humanité. C'est un pas en avant qui est la preuve d'un engagement en faveur de la justice et de la paix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, l'UNOWAS continue d'appuyer la réalisation de projets phares pour le centre du Sahel, des projets qui sont la pierre angulaire de la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Ces projets, copilotés par les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ont pour visée de traiter des principaux facteurs de conflit et d'instabilité à travers une approche axée sur la personne. Dans le contexte de l'initiative ONU 80, il s'agit aussi d'exemples de collaboration à l'échelle de l'ensemble du système des Nations Unies entre tous les acteurs chargés de l'action humanitaire et du développement. J'aimerais de nouveau ici lancer un appel pour que soient mises à profit les ressources en eau pour accélérer la paix et le développement. Plus concrètement, à travers la finalisation et la mise en œuvre du plan d'action pour l'eau dans la région du Sahel. L'économie régionale reste extrêmement vulnérable face aux chocs externes. Les indicateurs macroéconomiques, certes, pointent à une amélioration, mais l'endettement croissant continue d'entraver les capacités des gouvernements à fournir les services essentiels à la population. C'est pourquoi je me félicite de l'introduction d'instruments financiers innovants, comme des échanges de dettes, qui sont des outils efficaces pour mieux gérer la dette dans la région et alléger ce fardeau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour ce qui est maintenant des programmes Femmes et Paix et Sécurité et Jeunes et Paix et Sécurité, qui sont une priorité pour vous, je suis heureux de pouvoir signaler que tous les pays de la région se sont dotés de plans d'action nationaux pour la mise en œuvre de la résolution 1325. Et plusieurs d'entre eux ont réalisé des avancées à travers des réformes juridiques, des stratégies liées au genre et des changements institutionnels. Malgré ces avancées, il reste des lacunes à combler, certes. Les femmes restent sous-représentées dans les processus de paix au sein des partis politiques et au sein des institutions de sécurité. L'exclusion économique, l'insécurité et des normes discriminatoires persistent. Parallèlement, de nombreux plans d'action nationaux sont sous-financés. C'est là où le bât blesse principalement lorsqu'il s'agit de permettre une réelle implication des femmes dans les processus de gouvernance. L'UNOWAS
renforce sa collaboration avec l'ONU Femmes à travers des initiatives comme le dialogue annuel des femmes dirigeantes ou la création d'équipes de riposte rapide de femmes médiatrices. L'appui des membres du Conseil pour opérationnaliser ces initiatives d'importance serait le bienvenu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en guise de conclusion, qu'il me soit permis de mettre en lumière les progrès réalisés par la commission mixte Cameroun-Nigeria pour résoudre les derniers problèmes en souffrance. Nous avançons vers une stratégie de sortie et cette commission est un exemple du rôle que les mécanismes internationaux en appui à la consolidation de la paix et à la coopération régionale peuvent jouer. Nous espérons que cet exemple servira de source d'inspiration pour les pays dans des situations similaires. Merci. Merci à M. Simao pour son exposé riche en informations.